À Saint-Gilles-Croix-de-Vie aussi, une activité clandestine s'est développée très tôt. Fernand Charrier, l'instituteur à la retraite. Gerder, l'interprète à la commandanture. Edmond Bocquier, l'adjoint au maire de Saint-Gilles. Les secrétaires des mairies et bien d'autres encore conjuguent leurs efforts pour fournir des faux papiers, distribuer des tracts ou, par l'intermédiaire de Jean Belloil, l'agent de liaison de Londres, renseigner les Anglais sur les mouvements des troupes allemandes et l'implantation des lignes de défense locales. On peut dire que dès 1942, la résistance s'était organisée autour du directeur de l'usine à gaz, Guy Kergoustin. Mais pour agir efficacement, Kergoustin doit étendre son réseau et disposer d'armes. François Follien, directeur d'une usine de conserve, le met en relation avec Jean Huguet du réseau Front National des Sables d'Olonne. Par la suite, il rencontrera le commandant Baffer, chef de la résistance vendéenne, regroupée au sein des forces françaises de l'intérieur. Fort de sa fonction de directeur de l'usine à gaz, Guy Kergoustin dispose d'un laissez-passer, qui lui sera d'un grand secours pour circuler et réceptionner les parachutages et livraisons d'armes, parfois même au nez et à la barbe des Allemands. Sur dénonciation, la milice arrête 17 résistants des Sables d'Olonne et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie entre le 19 et le 24 juillet 1944. La nuit, il faisait des trafics et des machins, parce que lui Kergoustin, il avait les papiers nécessaires pour travailler la nuit. Avec l'EDF, les Allemands lui avaient donné le laissez-passer pour pouvoir imaginer. Donc tout le monde savait à l'EDF que Kergoustin, c'était lui le chef de la résistance, comme ça. Il me souviens que Perrotin lui avait dit ça. Je lui ai dit attention, il ne faut pas aller trop loin quand même. Bon, parce qu'il était un peu trop Kergoustin, il se cachait pas assez. Mais ils ne doutaient pas qu'il y avait un salopard qui le dénonçait. J'allais à l'école, et puis sur la place de l'église, j'ai vu une voiture, une traction avant, là. Et puis ils amenaient un monsieur, je voyais deux Allemands qui portaient, et pour le faire rentrer dans l'arrière de la voiture, ils lui ont arraché une poignée de cheveux. Ah, ça m'a fait... Il avait la poignée de cheveux, ça m'a fait tout drôle. Je suis parti en courant parce que ça m'a écœuré. Au début, ils ont arrêté tout de suite Kergoustin, mais les autres, quand ils ont vu ça, ils se sont tous taillés. Bah oui, bien sûr, oui. Tous taillés. Quand Kergoustin a été arrêté, eh ben, le gars qui est là, vous voyez, ici, il aurait pu être tué si ça n'avait pas été le docteur. Guillemot. Le docteur, il a vu les Boches arriver. Il a dit, zut, ils viennent chercher quelqu'un. Il a dit aux copains, vous vous sauvez vite par les champs, allez vous cacher. Heureusement, parce qu'il aurait été embarqué comme mon beau-père. Alors des copains qui l'ont mis chez un curé du côté de la Roche, dans une église. Alors il y avait mon beau-père, mon mari, puis ma belle-mère. Ils les ont cachés. Autrement, ils auraient été tués. Et pour l'argent, et c'est pour l'argent qu'il l'a dénoncé, c'est tout. Guy Kergoustin est arrêté le 19 juillet. Après avoir subi la torture à la prison de la Pierre-Levée à Poitiers, Guy Kergoustin fut envoyé vers Buchenwald, puis dirigé au camp de Bergen-Belsen. Il sera libéré par les Anglais le 15 avril 1945. Malheureusement, Guy Kergoustin, très affaibli, mourra sur le chemin du retour le 29 avril 1945. Madame Kergoustin rapporte qu'avant de mourir, son mari aurait déclaré « C'est dur, c'est trop dur de mourir ainsi, après avoir cru être libre. »